Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, je m'appelle Elsa Pépin. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce Salon du livre virtuel édition spéciale 2020. J'ai l'honneur d'avoir Claude Meunier à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Claude. Bonjour Elsa. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, très content. Alors Claude Meunier, qui se passe un peu de présentation, mais je pense que c'est important quand même de faire votre petite feuille de route parce que là, vous êtes aujourd'hui auteur, invité comme auteur, mais on vous connaît surtout à la télévision pour être l'auteur de La Petite Vie, entre autres. Mais vous êtes acteur, dramaturge, humoriste, auteur de théâtre, auteur de télévision, réalisateur. Donc, en plus de la télésérie culte La Petite Vie, vous avez commencé dans un trio humoristique Paul et Paul créé en 1976. Il y a eu Ding et Dong également avec Serge Thériault. Vous êtes co-auteur des textes de Brou. Est-ce que vous les avez écrits depuis la toute fin de Brou? Vous avez participé à la création des textes? Ah, bien, Louis et moi, on a écrit les 2/3 de Brou. Okay. On a écrit à peu près beaucoup Brou. On allait à la même taverne. Et les personnages ont été très bien connus. Oui. Oui. Et on a beaucoup travaillé sur Brou. Au départ, on avait écrit chacun un texte, Louis et moi, puis finalement, mais on n'a pas écrit ça ensemble, on a écrit chacun des textes séparément. Mais on travaillait les plans. En tout cas, tout ça pour dire que oui, travaillait beaucoup sur une Brou. grande partie. Puis avec Louis Sayat, vous avez écrit des pièces Appelez-moi Stéphane, Les Voisins. Oui, Les Voisins. Grand succès. Long métrage de fiction, Voyage de nuit. Et en l'an 2000, vous avez publié Journal d'un timé chez Le Méac, qui était les réflexions du célèbre papa de La Petite Vie et qui s'est vendu à 50 000 exemplaires. C'est un grand succès de librairie. Ben oui, ça a l'air que c'est un beau succès, oui. Et vous avez attendu 20 ans pour faire paraître ce deuxième tome. Donc, je ne savais pas qu'on avait vendu 50 000, je l'aurais fait avant. Non, pas vrai. Je ne savais pas vraiment combien on en avait vendu. C'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, comme j'étais bien occupé avec La Petite Vie dans ce temps-là. Oui, puis, c'est ça. Je ne regardais pas ça vraiment. En tout cas, mais j'étais bien content d'apprendre ça. Ouais. Mais donc, là, Réflexion mentale, deuxième journal d'un timé on vous poursuivait. Donc, c'est une sorte d'entretien. Il y a un intervieweur imaginaire qui interroge Timé sur toutes sortes de sujets. Alors, on retrouve son humour absurde, ostentatoire, burlesque, polémique aussi, souvent. Oui, il est polémique dans cet ouvrage. Puis... c'est vraiment lui qui j'ai suivi tout le long. C'était un processus très intéressant, en tout cas. Bien le fun à écrire. C'est lui qui guidait. Oui, c'est que je n'avais pas écrit depuis 20 ans, puis j'avais écrit une amorce de pièce de théâtre l'année passée qui était vraiment pas bonne. C'est-à-dire pas intéressante pour le public, intéressante pour moi. J'avais écrit comme un long texte, puis je l'ai passé à Pierre Fillon, mon éditeur chez Le Méac. Je dis, qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit, my God, je sais pas trop ce que c'est. Il dit, c'était comme un hybride de théâtre et de monologue. Mais c'était proche du personnage qui a inspiré Timé. C'était proche de mon père, en fait. Puis Pierre, il me dit, pourquoi tu n'écris pas un autre journal d'un Timé? Et j'avais déjà écrit un texte vraiment dans l'esprit du livre de Timé. J'avais écrit un texte l'année passée. Puis je me suis assis, puis je me suis mis à écrire, puis j'étais vraiment happé par ça. Parce que c'était la pandémie, parce que j'avais rien à faire, puis tout tombait à l'eau, puis fait que c'était pas le temps de faire d'autres choses, fait que je me suis assis, puis je me suis mis à écrire ça, puis je me suis fait prendre au jeu, puis c'est vraiment Timé qui... ça a l'air bizarre de dire ça, là, mais je me suis laissé guider par sa psyché, par sa façon de voir les choses, puis c'était Timé qui choisissait les sujets. Okay. C'est-à-dire que, en fait, quand je pensais à un sujet, si ça allumait ce que je pourrais dire avec Timé, je partais dedans. Puis je me suis rendu compte que je voulais avoir des sujets parce qu'on est dans une période où c'est tellement polarisé, puis on est tellement antagoniste, il fallait que j'arrive avec des sujets percutants, où il pouvait y avoir de la dissension, et où je pouvais ramasser Timé. Parce que l'intervieweur, là-dedans, dans le livre, ça s'appelle, c'est comme si... Réflexion mentale, en fait, c'est comme un journal ou
un journal ou en tout cas, un éditeur qui rencontre Timé. Alors, je pouvais le ramasser à mesure que j'écrivais. Ouais. Je pouvais prendre Timé puis le tasser d'un coin, mais il est dur à tasser. Oui. Mais en fait, Timé, c'est comme un esprit, c'est comme une grille d'analyse. Il y a comme une logique propre à lui. Ça fait quoi, 30 ans que presque vous l'avez avec vous? Je fais un peu une psychose, moi, dans la vie avec lui. J'étais un peu dans un état... c'est un peu de la schizophrénie. C'est vraiment... je le connais très bien, hein? Je le connais par cœur, puis... Quand j'écris ce livre-là, moi, j'ai bien du plaisir à écrire ça, hein, parce que je me laisse vraiment aller. Puis je suis tellement étonné de ce qui sort des fois. Tu sais, vraiment, le premier jet est toujours bien le fun. Après ça, c'est compliqué. Je coupe, je travaille. Mais le premier jet, puis j'ai eu bien du fun à prendre des sujets comme MeToo, mais il a fallu que je coupe des affaires. Parce qu'en ces temps difficiles au niveau de l'opinion... Oui. Vous êtes censuré? Pas moi, mais j'ai demandé à Pierre Filion, puis des lecteurs, lectrices aussi, qui m'ont dit « Ah, ça, là, ça passe. » Ça va trop loin. Mais pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose que j'ai coupé, finalement. Mais il va quand même loin, Timé. Il est quand même capable de... Il va pas mal loin, mais j'ai ma blonde, ma conjointe, qui, elle, me dit « Ah non, là, ça n'a pas d'allure. » Mais c'est pas arrivé souvent. Hein. Puis même, il y a des fois, je me disais ça, elle dit « Ben non, elle dit, si les femmes pensent que t'es vraiment comme ça. » On voit bien que c'est Timé qui représente, en fait, les machos et tout ça. Mais il est très paradoxal, Timé, parce qu'il est à la fois très macho, très misogyne, puis en même temps, il y a des fois une sorte de tendresse, puis des fois aussi, par exemple, il dit quand les papesses, tu sais, il faudrait bien que les femmes soient papes. Fait que là, tout à coup, il est comme féministe. Ben, il est comme un peu mêlé. Il est plutôt mêlant. Il est plus mêlé que mêlant. Lui, il n'est pas mêlé. Oui, lui, il sait c'est quoi. Lui, il n'y a pas de logique. En fait, il est au service de mon écriture. Il dit ce qu'il veut, mais en même temps, il est au service de ce qui arrive, en fait. Ouais. Puis, tu sais, comme tout le monde dans la vie, des fois, il peut être bien pertinent. Enfin, bien pertinent. Dans sa logique à lui, puis d'autres moments donnés, il peut être totalement con. Il peut être totalement dans la mauvaise track. Mais je me demandais si, parce que bon, on le connaît, là, dans la petite vie, on le connaît bien. C'est quelqu'un qui est attaché aux choses concrètes, à ses vidanges, à ses outils. Ça, c'est son départ dans la vie. C'était un monsieur vidange. Mais il n'est plus ça. Il n'est plus ça. Ouais, mais non, je suis rendu ailleurs avec. Là, mais tu sais, c'est quelqu'un qui se protège de tout, qui a peur de... Ouais. Il est comme... Bon, est-ce que c'est quoi ça? Est-ce que c'est notre psyché québécoise? Est-ce qu'il incarne quelque chose de notre psyché profonde? Est-ce qu'il incarne nos contradictions? Il incarne des contradictions. Il incarne aussi un modèle traditionnel de père, d'autorité paternelle, mais il n'est pas dangereux. On sent qu'on peut le ramasser comme on veut. Il n'est pas menaçant. Puis, en même temps, c'est un esprit libre. C'est ça qui est drôle. Puis, c'est un véhicule pour faire de l'humour aussi. C'est un véhicule... Donc, c'est sûr qu'il correspond à quelque chose parce que les personnages de La Petite Vie correspondent à peu près tous à des gens qu'on connaît. Mais c'est des morceaux de gens. C'est des morceaux. Ouais. Puis c'est des archétypes forts. Bien, forts, entre guillemets. Je ne veux pas dire qu'ils sont forts dans le sens qu'ils sont extraordinaires. Je veux dire des archétypes forts parce que tout le monde les reconnaît. Ils sont poussés à l'extrême aussi. Ils sont poussés à l'extrême. Mais comme Timé, c'est un personnage qui a évolué, si on peut dire, avec le temps. Au départ, il était toujours colérique. Il était toujours avec ses histoires de vidange. Mais moi, là, après 3 épisodes de La Petite Vie, j'ai arrêté ça. Quand à un moment, elle a dit « Tu t'en vas de la maison », là, moi, j'ai arrêté. Je n'étais plus capable. J'ai dit à Serge, j'ai dit « Je peux pas jouer Timé toujours en colère. C'est plate à jouer. Puis il est unidimensionnel. Il n'y a pas de discussion possible. Il est plate. Il est juste en maudit tout le temps. » Mais ça, c'est un travers qu'on retrouvait chez beaucoup de pères de famille, que la façon d'élever ou de tenir la famille, c'est d'être autoritaire ou d'avoir une autorité. Mais ça, je m'en suis dégagé assez vite. À partir de... Ils se fâchaient pour des niaiseries, mais ça, c'est un trait qu'on retrouve chez bien des gens. Il y a des gens qui, au lieu d'être tristes, sont fâchés. Il y a beaucoup de gens que ça devient comme une grille, ça devient comme un échappatoire, la colère. Alors lui, c'était ça. Mais là, aujourd'hui, Timé,
Il y a un talk show, il il recevait des chanteurs. C'est un personnage qui a évolué et qui m'a servi, finalement. Mais c'est d'ailleurs ces réflexions, ces journaux d'un Timé. C'est comme si Timé, c'était un type d'homme, quand vous parlez d'un archétype, puis il pourrait y en avoir d'autres, des Timés. Puis d'ailleurs, je fais des dédicaces, puis j'ai un ami qui est originaire d'Actonville, j'ai écrit au Timé d'Actonville, parce que c'est un Timé d'Actonville aussi. Ouais. Les gars ont tout un côté, pas tous, mais... On a tous des côtés, même peut-être pas les femmes, mais... Puis, comment dire, dans les personnages qu'on écrit, quand on est un auteur, on a toujours un peu de nous, on a toujours un peu de... Moi, j'ai un peu de Thérèse aussi. J'ai pas mal de Thérèse. Moi, j'étais un peu lunatique, un peu schizophrène. Ouais. En tout cas, contrôlé. Mais on est tous... On a toujours... J'ai un peu de tous mes personnages en moi. Oui. Forcément, comme chaque auteur, je pense. Mais vous parliez tout à l'heure de l'influence de votre père. Donc, Timé, c'est un petit peu aussi influencé par votre père. Beaucoup. Oui? Oui, énormément. Et il savait très bien. Mais mon père c'était un optométriste, il n'avait pas de barbe, mais il était très timide. Il avait toutes les manies, puis il savait très, très bien. Puis toutes les histoires, toutes les manies, le côté maniaque. Les côtés maniaques, des vidanges, des lumières allumées, de l'heure, de se coucher pas trop tard, de tous les côtés maniaques. Banlieusards, mais tu sais, c'est tout le même univers quelque part, les voisins, Timé puis Bernard, des voisins, c'est proche, c'est des êtres angoissés qui se réfugient dans leur manie puis dans leur matériel. Timé, c'est son atelier. Mais il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Le garage, c'est un classique, là, la cache de l'homme. Mais c'est un bon moment pour peut-être lire un petit extrait, justement, par rapport à la pandémie, parce qu'évidemment, ça exacerbe son côté « je vais me protéger dans mon... » Oui, mais il a aimé ça, la pandémie, en même temps. Il a aimé ça. Parce que ça l'occupe. Parce que là, il prend des mesures, il vient fou. Il aime ça venir fou. Exactement. Il aime ça se sentir menacé. C'est ça qui est weird chez ce personnage-là. J'ai découvert ça. Il y a un chapitre qui s'appelle « Heureux confiné ». Ah, la pandémie, la maudisse de pandémie. Facile de chialer quand on n'est pas prêt. Moins facile quand, comme moi, vous êtes préparé depuis des années. Suffisait d'être attentif à l'éclosion de la population d'écureuils à Montréal, nos pangolins à nous, pour voir se faufiler le virus au loin. Dans les faits, je m'étais déjà préparé, il y a quelques années, pour une catastrophe nucléaire, 2 catastrophes nucléaires même, chacune à 6 mois d'intervalle. Mieux vaut être prévoyant, non? J'avais donc creusé un 2e sous-sol sous mon sous-sol pour accueillir la 2e bombe. Un 2e sous-sol qui n'est pas éclairé pour le moment, mais après 2 explosions atomiques, pas certain qu'on ne sera pas aveugle. Mais revenons à la COVID, cet invité du destin. Bon, là, il parle de distanciation conjugale, lavage de mains à l'eau de Javel, crémation des masques utilisés, port de visière de soudure. On l'imagine. Chez nous était déjà en marche un mois presque avant l'annonce de la pandémie. Précautions supplémentaires, nous mangeons maintenant à des heures différentes, dans des pièces différentes et, si possible, des menus différents. J'ai même proposé à ma femme de vivre de nuit et moi de jour, mais elle a refusé. Là, je l'ai lu, je me suis dit, j'aurais peut-être dû vous le faire lire, dans le fond. Non, je suis pas bon pour lire ça. Mais là, c'est vrai, on voit qu'il pousse à l'extrême, dans le fond, cette position-là de celui presque un peu survivaliste. C'est une manière de rire un peu de ce qu'on vit, de s'en dégager, puis de voir que c'est une période complètement folle. Puis moi-même, j'étais très, très marqué par la pandémie. Comme tout le monde, j'étais très, très angoissé par la pandémie ou très touché aussi. Mais lui, c'est sûr... Je dis ça, là. J'aurais bien aimé faire une émission de La Petite Vie sur la pandémie. Oui. Probablement que si j'avais tourné La Petite Vie encore, on aurait fait une saison au complet en état de pandémie. Il y aurait eu de la matière. Il y a de la matière, tu sais. Il y a beaucoup de sujets là-dedans qui auraient été la matière pour La Petite Vie. C'est pour ça que le livre, j'ai eu tant de plaisir à l'écrire. C'était comme si je me replongeais dans La Petite Vie, mais dans un autre mode, tu sais. Oui. Et d'ailleurs, Pierre Fillon, mon éditeur, m'a dit « Parle des personnages. » Moi, je ne voulais pas trop en parler, des autres personnages. Je trouvais ça... Entre guillemets, un peu indécent de me parler des personnages qui sont pas là. Mais, pas indécent, mais... Je sais pas ils sont là, ils apparaissent. Ils apparaissent parce que c'est Pierre Fillon qui m'a dit « Ah, sors-les, ils sont là, on veut en entendre parler. » Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de la thérapie drainale en plein milieu. Là. Ben oui, mais je trouve ça intéressant, comme vous dites, quand j'écris, j'ai du plaisir, ça me fait rire, mais là, vous n'avez pas la relation avec le public qu'il y a avec La Petite Vie. Comment vous vivez ça? Ça doit être très différent quand même de ne pas avoir les rires, de ne pas avoir le...
de le jouer avec d'autres. Effectivement. Ça, de ne pas jouer avec d'autres. Mais quand j'ai faisais La Petite Vie, ou comme quand j'ai écrit ça, c'est une grande partie du plaisir, c'est d'écrire La Petite Vie. Hein? C'est l'écrire comme tel. Le gros plaisir qu'on avait dans le temps, c'était de lire La Petite Vie. La première Tous lecture, ensemble? Oui, parce qu'on faisait beaucoup de travail de table, qu'on appelle. On était toujours autour d'une table, puis premier jet, tout le monde était là. Puis là, on lisait ça. Puis on lisait ça pendant 2 heures. Tu sais, on lisait 2-3 fois. Mais on riait tellement. On avait tellement de fun. Moi, ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de La Petite Vie. Parce qu'après ça, le faire debout... Ben, tu peux pas rire, là. Tu peux pas rire, mais debout, c'est dur. C'est plus drôle, debout. Parce que debout, il faut que tu avances. Tu sais, comme, mettons, Marc Messier, là, lui, il avait beaucoup de misère à dire une phrase puis prendre un verre d'eau. Il faisait comme... Alors, c'est ça, le beau-père. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'était toujours Marc Messier, là. Marc, il ne faut rien y faire lever ou... Puis, de toute façon, juste se déplacer, trouver nos places, trouver le rapport entre les personnages. Parce qu'il y a tout un non-dit qu'il faut placer. Là, quand tu joues une scène, il y a quelqu'un que tu regardes, puis il y en a un autre à qui tu parles. Hein, il y a des, en tout cas, il y a plein d'affaires. Il y a toute une vie là-dedans. Fait que, mais la lecture, ça, c'était un beau moment. Puis j'adorais écrire en sachant que je lirais, qu'on faisait une lecture. Ouais. Ça, c'était... Puis en pensant au monde. Ça, c'est sûr que j'ai tellement écrit pour La Petite Vie ou pour Timé que j'ai l'impression que j'entends les gens. Parce que j'ai beaucoup joué au théâtre, sur scène. Je dis au théâtre, mais c'était comme du théâtre quand on jouait Ding et Dong puis La Petite Vie. J'entends les gens, on dirait. Je me dis, ils vont rire là. Ou j'ai des gens dans ma tête. Je pense à mon frère, je pense à des amis que je sais qu'ils vont rire de ça. Fait que... J'écris pour faire rire un peu, ben oui. Oui, puis je pense que, en tout cas, moi, en lisant, je les entendais. Je voyais chaque comédien de La Petite Vie les jouer. Je les entends, on les connaît par cœur. Puis le monde, ceux qui l'ont lu, ils ont dit, on t'entend parler. C'est ça qui est drôle, tu sais. Ben oui. Mais une des caractéristiques de Timé aussi, c'est comme, il n'y a pas d'âge, il appartient un peu à plein d'époques, à toutes les époques. Là. Ça fait drôle de le voir aujourd'hui, parler de MeToo. Il écrit à John Kennedy, il parle à Dieu, il s'inquiète de l'islam, de son djihad, de la COVID-19. Bon, il parle du cannabis, des transgendres, du rebirth, des migrants. Il est comme... Mais les migrants, j'ai bien aimé ça. J'ai ça écrire ça. Mais c'est des sujets durs. Ben oui. Ben lui, moi, on dirait qu'il prend, là, il sait tout de suite quoi penser. Oui, lui, il a une théorie. Ben, d'ailleurs, c'était l'inspiration de Timé, pour ne pas dire mon père, avait des théories sur tout. Tout. C'était vraiment... mettons, la pandémie pour les nuls, il aurait pu écrire ça. Il avait une théorie sur tout, puis Timé, c'est ça qui est fascinant. C'est une construction de théorie à chaque fois. C'est toujours... Il part de rien. Fait qu'il part. Puis la seule affaire où il y a des vraies références dans ce livre-là, c'est quand il y a une discussion sur la mort avec Pogo, puis il dit qu'il y a tant de morts par année. Ça, je suis allé sur Internet voir combien il y avait de gens qui mouraient, puis j'ai été fasciné de voir combien il y avait de gens qui étaient morts depuis l'existence de la planète. Mais il y en a d'autres qui naissent en même temps. Il y en a qui naissent en même temps, c'est bien compliqué. Mais oui, c'est intéressant, ce qui construit des théories. Dans le fond, lui, il part d'un truc, puis là, il y a une logique qui embarque. Et comment on peut être au courant de tout ce qui se passe actuellement sur la Terre? C'est impossible. C'est tellement difficile de parler de quoi que ce soit, parce que c'est tellement rendu complexe. L'économie, c'est tellement complexe. Tu écoutes des économistes, ils comprennent. Fait que quand tu te mets à parler d'économie avec quelqu'un, c'est sûr que tu vas déconner, tu vas dérailler. Il y a beaucoup de sujets très, très difficiles à parler aujourd'hui. Puis c'est un peu ça, Timé, il part à travers son chapeau, juste pour se rassurer lui-même, pour se donner une sorte de confiance, une sorte de compréhension du monde qui l'entoure. Mais regarde, je pourrais te faire bien des théories. Je sais pas comment dire. C'est un plaisir, c'est le plaisir simple de l'écriture aussi, puis de mélanger les idées, puis de faire dérailler la logique. C'est un peu ça l'écriture de Timé. Puis c'est vrai qu'il est plus Timé du début, pas en tout. Non, il y a encore des caractéristiques, mais il va plus loin. Oui, c'est encore le même. Mais vous dites, c'est difficile de tout savoir aujourd'hui. C'est difficile d'avoir une opinion sur tout aussi. Puis c'est ça qui vous amusez beaucoup avec ça, c'est d'aller dans des opinions extrêmes. On a l'impression que il y a comme quelque chose de cathartique, de libérateur, de « OK, moi, on va parler d'un sujet, puis on va dire... » Ça, c'est vrai. Il est comme libre, hein? Oui, c'est un esprit libre. Il va à fond la caisse, puis il est sûr de lui, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Quand il parle des femmes, puis que l'intervieweur dit au départ, la femme, ce sujet universel, il dit justement, il n'y a rien que j'aime autant que le concours de Miss Univers. C'était effrayant de commencer un discours de même sur la femme. Puis il est sûr de lui. Puis il se fait ramasser à chaque question par l'intervieweur, mais il revient de plus belle. Fait que une sorte de...
Mais c'est jouer avec les idées aussi. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai l'impression que dans la société actuelle, là, en tout cas, en plus avec ce qui vient de se passer, la censure dans les universités, on a l'impression qu'il faut marcher sur des œufs pour tous les sujets. Donc, l'humour devient une sorte de... C'est très difficile de faire de l'humour aujourd'hui. Oui, c'est plus difficile. Je pense. Moi, pas pour moi, parce que moi, je veux dire, j'en fais pas tant que ça. J'ai écrit un livre là, mais pas un stand-up qui va en avant sur une scène et qui parle qui parle du racisme, qui parle de... c'est très, très, très... Tout est très, très sensible. On est à fleur de peau. Je sais pas pourquoi on est à fleur de peau tant que ça. Parce qu'il y a un réveil des minorités qui ont été exploitées, qui ont été bafouées, ou c'est aussi tout le climat de la COVID et tout ça, mais je pense pas que c'est la COVID vraiment. Je pense que c'est vraiment un réveil des minorités qui prennent leur place. Puis là, là, on sait plus, le contrepoids, il va des fois trop loin de l'autre côté. Oui. Mais ce qui est difficile, c'est que le débat est très presque impossible quand on peut pas... Parce qu'il y a des positions, mais personne ne peut rester sur une position. Tout de suite, on se fait ramasser. C'est très, très dur de débattre. Ouais. C'est très difficile pour un homme de parler des femmes. Très difficile, très touché. Ouais. Ouais. Il faut savoir vraiment ce qu'on dit. Certainement. Pas mieux d'en parler entre hommes. Non, c'est une blague. Mais en même temps, c'est triste de ne plus en parler. C'est ça, il faut en parler, parce que les hommes et les femmes, c'est à peu près ce qui est le plus intéressant, moi, je trouve, sur la Terre. Alors, je sais pas. Ou un conjoint qu'on aime. Ouais. Mais Timé et sa femme, c'est comme une relation d'aine mais en même temps, ils se taquinent. En même temps, on sent qu'ils s'aiment. Il y a quelque chose de très particulier dans cette relation-là. Il y a une espèce d'appartenance. Ils ont une appartenance, je dirais. Ça s'appelle une appartenance. Ça me rappelle un peu mes parents. C'était une appartenance qu'il y avait. Ils ne pouvaient pas se passer vraiment l'un de l'autre. C'était pas fusionnel, mais il y avait besoin l'un de l'autre. Il y avait une tendresse. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se retrouvent pas comme Timé puis Moment. Non, mais les habitudes, puis évidemment, ça nous énerve, le quotidien. Les habitudes, puis la connaissance presque trop grande de l'autre, tu sais. Ouais. J'aimerais parler peut-être de l'écriture d'un livre pour vous, parce que c'est quand même différent que d'écrire pour la télé. En même temps, ces dialogues-là, ils ressemblent vraiment à ce qu'il y a dans La Petite Vie, mais est-ce que pour vous, vous l'écrivez différemment? Oui, complètement. C'est beaucoup plus un marathon pour moi, parce que l'écriture de La Petite Vie, c'était du 100 mètres, puis ça, c'est du marathon. C'est un petit marathon, là, c'est un livre de 190 pages, c'est un petit livre, mais c'est tous les jours. Moi, La Petite Vie, j'écrivais ça vraiment très intensément, là, sur 3 jours, j'écrivais une petite vie, on la lisait, je la recorrigeais, là, mais c'était une semaine, mettons, écrire une petite vie, tu sais, à peu près. Dans une semaine, même pas une semaine. Mais ça, c'est pas pareil. C'est tous les jours, c'est s'asseoir, puis c'est qu'il faut que les sujets soient variés, il faut que ça ait un souffle. C'était un état d'esprit d'écrire ça. Puis je pense que quand j'ai trouvé l'idée de réflexion mentale, ça m'a allumé beaucoup. L'idée d'avoir quelqu'un qui peut lui répondre, puis qui croit à une fraction. Tu sais, c'est vraiment comme Charlie Rose, là. Comment ça s'appelle? Pas Charlie Rose, l'intervieweur américain. Oui, je connais pas. En tout cas, qui fait des entrevues sérieuses, puis qui écoute. Puis, tu sais, lui, là-dedans, l'intervieweur avec Timé, il fait oui. Il reste très calme. Il reste très calme. Ah bon? Il n'ose pas le contrarier. Il permet de s'exprimer, tu sais. Fait que ça, j'aimais beaucoup ça, parce que Timé, comme c'est Monsieur Théorie, il était comme sur un piédestal, puis là, il pouvait y aller. Il était comme... Je le sentais très heureux, très libre et, comment dire, très en confiance. Son ego était flatté tout le long. Il est content qu'on s'intéresse à lui. C'est épouvantable ce qu'il disait, dit par bout. La Petite Vie, c'est la série québécoise et canadienne, la seule qui a dépassé le 4 millions d'auditeurs. J'ai vu ça dans les statistiques. Ouais. Comment on explique ça, un succès tel, ces personnages-là, comme vous dites, qui sont assez proches et simples de nous, mais il y a quelque chose qui a été... Oui, c'est difficile à expliquer. Je ne suis pas un sociologue. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Je pense que j'ai déjà répondu. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de La Petite Vie, puis j'avais trouvé des réponses à tout ça à l'époque, mais une des réponses dont je me souviens, c'est que c'est l'optimisme. L'optimisme de La Petite Vie. OK, il y a les personnages, il y a l'humour. D'abord, OK, c'était des bons textes. C'était une équipe de comédiens pas ordinaires. C'est tous des gens aujourd'hui qu'on voit comment ils sont talentueux. Ils ont tous débouché dans des carrières fabuleuses.
Et c'est à cause de ça que ça a arrêté, d'ailleurs. Tout le monde était tellement occupé, chacun de leur côté, qu'on n'avait plus le temps de tourner La Petite Vie, c'est vrai. Puis l'autre affaire, il y avait une espèce d'optimisme et ça nous définissait quelque part de loin. Ça nous singularisait. C'est très singulier au Québec. Puis en même temps, on parlait de tout. On parlait des... Tu sais, c'est une série sur la vie, La Petite Vie. Puis La Petite Vie, c'est que la vraie vie se passe à n'importe quelle heure du jour. Tu sais, la vraie vie, c'est pas quand tu prends un verre de vin. Puis, tu sais, une relation de couple, c'est pas quand tu t'assois au restaurant avec ta blonde et tu dis, bon, on va faire le point sur notre couple. La vraie relation de couple, c'est à 10h moins quart près de la laveuse le matin. C'est là que tu vois qu'est-ce que c'est ton couple, tu sais. Alors, La Petite Vie, c'est ça. C'est sur la vie tous les jours. Mais, comment dire, malgré toutes les embûches, puis toutes les choses, tu sais, tout éclatait. Tu sais, Timé disait à son fils Rénal, j'ai pas grand-chose à te dire. Tu sais, il se disait toutes les vérités, se disaient, mais la vie continuait. Ouais. OK, papa, c'est correct. Je sais que je suis pas votre favori. Puis là, la vie continue. Ouais. Alors, il y avait comme une espèce d'optimisme aussi. Il y avait une espèce de joie de vivre. Mais c'est Larry Boulding pour adultes. Oui, mais il y a une vérité aussi. Là. Je pense à la relation de Rénal avec son père. Mal aimé. Il y a comme une non-relation. Caro avec son père. Écoute, oui, c'est ça. Ça, j'en ai vu des Caro avec leur père. Mais peut-être ça fait du bien aussi de voir une famille si dysfonctionnelle, mais qui reste soudée. Qui s'aime. Parce que c'est ça, la vie. La vie, c'est un lieu de crise. C'est un lieu de crise et de moments de joie, mais tu sais, je m'occupais de beaucoup de parents anonymes. J'étais porte-parole, puis c'est ça que je disais aux gens. Vous savez, la vie, c'est un lieu de crise. Il y a des crises d'adolescence, il y a la crise de 40 ans, des crises de toutes sortes d'affaires. Nos enfants en crise de 2 ans, 4 ans, l'adolescence. Nous autres, on a une crise de couple, une crise de 40 ans, une crise du cœur. Mais ça continue pareil. C'est pas un long fleuve tranquille. Non, vraiment pas. Mais c'est un coup qu'on a compris ça, ça va peut-être pas mieux, mais en tout cas, on sait. Puis est-ce que vous pensez que Timé va vous habiter toujours? Ou est-ce qu'un jour, vous pensez que vous allez avoir besoin de vous en Des éloigner? fois, je suis gêné de faire ça encore. Tu sais, je me dis, j'ai l'air d'un gars qui s'accroche. Mais j'aime ça écrire de l'absurde. J'adore ça écrire des trucs comme ça. Puis lui, c'est un véhicule extraordinaire. Tu sais, sa façon de penser... C'est un véhicule extraordinaire. J'ai comme une Cadillac de l'absurde. J'ai pas goût d'aller faire une Toyota plate, je sais pas ça va être quoi. J'ai pas goût de me promener en petite Toyota plate. Puis, je sais pas, je me suis permis de le faire. Puis j'avais peur. Je faisais ça du monde. Il me disait pas, c'était encore lui. Il disait, ah, OK, c'est le fun. Écoute, je sais pas comment dire. Je suis prisonnier de ce personnage, de cet auteur. Comme beaucoup d'auteurs, je pense. Oui. C'est mon monde, c'est mon univers. C'est proche des voisins, c'est proche des choses que j'ai faites. C'est ça qui me ressemble le Seconde plus. peau. Puis je suis branché là-dessus. Oui. Puis juste par rapport à l'humour, vous parliez tout à l'heure des humoristes aujourd'hui, que vous pensez que c'est probablement plus difficile d'aborder plein de sujets. Comment vous voyez ça, les jeunes humoristes, les nouvelles émissions? Est-ce que vous dites, ça ressemble à ce qu'on faisait, c'est nouveau? Non, c'est bien différent. L'humour c'est différent de ce que j'ai fait, moi, en tout cas. Tu sais, l'humour aujourd'hui est pas du tout... D'abord, c'est pas de l'humour déguisé, c'est pas du burlesque. Nous autres, c'est du burlesque absurde, mais il y a du burlesque là-dedans. Mais c'est des personnages, c'est presque plus du théâtre comique. Mais les nouveaux humoristes, c'est beaucoup du stand-up comique à l'américaine. Mais il y a tellement de talent aujourd'hui. Il y a une émulation très, très forte. Hein? Je pense qu'il y a... Je pense pas de me tromper en disant qu'il y a à peu près 84-85 humoristes en spectacle avant la pandémie qui étaient au Québec. Là. Puis là-dedans, il y a beaucoup de talent. Moi, quand je vois des shows d'humoristes, ils sont obligés d'être bons, ils sont obligés de travailler leur texte. Il y en a des moins bons, mais il y en a les 10 meilleurs, c'est vraiment de la crème. Là. Il y a beaucoup de travail, c'est un art au Québec. Ils ont développé un art. Moi, j'y croyais plus ou moins. Sincèrement, qu'au début, c'était mon ami qui a passé l'école Juste pour rire, Louise Richer, puis je me disais, l'école Juste pour rire, qu'est-ce que tu vas apprendre là? Apprendre à être drôle, tu sais, on dirait qu'à la base, moi, je trouvais ça bizarre, mais ils ont appris l'écriture, ils ont appris le jeu, ils ont appris à développer leur propre personnalité.
leur propre humour, si on peut dire. Puis il est sorti des grands humoristes de l'école. Puis le Québec, c'est un terreau fertile. Mais aux États-Unis, il y a plein d'humoristes. Il n'y en avait pas beaucoup avant ici, finalement. Il y en avait des très grands. Il y avait Yvon Deschamps, il y avait Jean Lapointe, il y avait Clémence, Jacqueline Barrette. Il y avait des grands humoristes dans les années 70. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Puis nous autres, on a fait un petit trou, là, ça a sorti après. Ouais. Puis il y a eu ces grands rendez-vous télévisuels, La Petite Vie, Samedi de rire. Il y avait comme quelque chose qui se passait à la télé aussi. Puis là, aujourd'hui, on est soit humoriste ou joueur de hockey au Québec. C'est ça. Ou timé. Mais merci beaucoup, Claude Meunier. Réflexion mentale, 2e journal d'un timé qui est paru chez Le Méac. Vraiment, si on s'ennuie de La Petite Vie, on est sûr d'y replonger ici. Ouais. Et c'est un plaisir de vous avoir. Merci, c'était très agréable. Bien agréable. Merci.